Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Même si c'est encore la période estivale, on reste à analyser la situation dans le monde qui change de manière accélérée encore durant ce mois d'août. La guerre en Ukraine se poursuit, on a des offensives russes assez importantes, en particulier du côté de Pokrovsk. Visiblement une impasse européenne totale vassalisée aux États-Unis et semble-t-il une convergence russo-américaine peut-être après le sommet russo-américain Poutine-Trump d'Anchorage et on reçoit l'excellent Hervé Carrez que vous aimez tant sur Fréquence Populaire et qui va analyser cela comme il le fait remarquablement. Je vous invite, si ce n'est pas le fait encore, à vous abonner à ces différents fils. C'est toujours très intéressant. Bonjour Hervé, merci de venir sur Fréquence Populaire en ce mois d'août. Bonjour Georges et bonjour à tous. Je vais rougir avec ton introduction. Ah mais non, je crois que tu es très apprécié. Il doit y avoir des raisons, sûrement une forme de charisme et puis quand même une clarté dans le propos. Et puis maintenant que la guerre a duré quand même, Hervé, depuis 3 ans, plus de 3 ans et demi, on commence à pouvoir faire pour les gens néophytes, les citoyens qui regardent, écoutent, que ce soit la télé, lisent la presse ou les médias de réinformation comme Fréquence Populaire, ils arrivent à trier entre le bon grain et l'ivraie, entre ceux qui disent n'importe quoi et ceux qui ont une analyse éclairée. Et je pense que tu fais partie de ceux qui ont une analyse éclairée avec peu d'erreurs depuis quand même 3 ans et demi, il me semble, non ? Un peu d'erreur, disons que j'ai fait des hypothèses parfois qui étaient peut-être un petit peu prématurées, puisque parfois le temps stratégique ou géopolitique ne va pas aussi vite que les hypothèses auxquelles on réfléchit. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas intellectualiser outre mesure ce qui se passe. Il faut vraiment voir ce qui se passe dans le monde, notamment au plan géopolitique et stratégique, comme un échiquier ou différents échiquiers. Et voir comment les pions se positionnent et quelles sont les stratégies qu'ils pourraient avoir. Et c'est ce qui manque souvent, c'est que la plupart des commentateurs commentent, mais ne cherchent pas à avoir cette réflexion, on va dire, opérationnelle par rapport à ce qui se passe. Alors, le seul avantage que j'ai, moi, par rapport à d'autres, c'est que moi, mon métier au quotidien, c'est appuyer justement au plan stratégique des organisations. Donc, je ne fais qu'appliquer, en fait, ce que je fais au quotidien à ce sujet qui est quand même préoccupant, puisqu'il en va de la paix du monde et de la sécurité en Europe. Mais ce sont des sujets préoccupants au plan géopolitique et stratégique parce qu'ils ont bien sûr des conséquences dans la vie des gens, la vie au quotidien, et dans l'économie de nombreux pays et les sociétés de nombreux pays. L'Europe, bien que non engagée directement dans ce conflit en Ukraine, du fait des décisions des dirigeants européens, subit les conséquences économiques et sociétales de ces choix d'engagement qui auraient pu être autres, et ce qui empêche par ailleurs l'Europe de traiter des sujets qui sont par contre des menaces existentielles pour les citoyens européens, comme l'immigration incontrôlée, puisque l'immigration peut être bien sûr bénéfique lorsqu'elle correspond à un besoin des pays, mais lorsqu'elle devient incontrôlée, eh bien, c'est très difficile à gérer et on arrive à des menaces existentielles qui touchent aussi bien l'immigration, les mafias diverses, comme le narcotrafic, et bien sûr, une menace qui est autre vis-à-vis de la souveraineté des États européens, c'est bien sûr cette forme de pouvoir presque non contrôlé et puis non équilibré par le Parlement européen, qui est celui de la Commission européenne. Et on a vu d'ailleurs durant ce mois d'août Madame von der Leyen aller à Washington dans le bureau ovale et signer un accord qu'on a décortiqué ici avec François Koch, un accord qu'on a qualifié plutôt de capitulation générale puisqu'il est pire même qu'un traité de libre-échange et qu'il correspond plus à un tribut versé par un État dans la Rome antique, dans la période antique, à un État plus puissant comme Rome ou Athènes. Et donc investir 600 milliards aux États-Unis, on demande par quel moyen, acheter 750 milliards de gaz, d'hydrocarbures, de pétrole pendant 3 ans, volume que ne produisent même pas
les Russes par les Américains. Donc on peut se demander si les Américains n'ont pas envie de mettre un peu la main sur la flotte fantôme et le gaz russe et le vendre aux Européens, ce qui serait alors franchement le pompon. Et puis, eh bien, ces 15% de taxes qui s'ajoutent à ce qui existait avant. Par contre, zéro taxe pour les produits américains. Donc capitulation, ça c'est le cadre général européen, capitulation devant l'allié, hein, entre guillemets, américain. Alors, on va analyser avec toi les événements en partant du terrain et aussi globaux. Alors, globalement, pour commencer, on a eu cette rencontre Trump-Poutine à Anchorage, qui a été qualifiée de manière moyenne dans les médias, un peu aux ordres et pas très sérieux, surtout la période estivale, de défaite américaine, de tapis rouge donné à Vladimir Poutine, de victoire totale de la Russie, en ayant une focale exclusivement sur l'Ukraine. Mais est-ce que c'est pas autre chose qui se joue dans cette nouvelle relation russo-américaine globale et dont l'Ukraine n'est que un des éléments, des pierres d'achoppement? Bon, tout d'abord, il faut bien comprendre que l'administration américaine actuellement au pouvoir a préparé pendant de nombreuses années cette accession au pouvoir. Et cette équipe qui est autour du président Trump, c'est une équipe qui est soudée et qui a réfléchi sur le programme qu'ils allaient mettre en œuvre, aussi bien au plan interne aux États-Unis qu'au plan international. Et je pense que, comme ce sont des réalistes et des pragmatiques, ils ont convenu que le primat américain mondial était terminé et que les relations internationales étaient en train de basculer vers un nouveau paradigme qui en cela avait été accéléré par un catalyseur qui est la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine, en fait... Oui, là, c'est ça, tout à fait. Cette bascule vers la multipolarité, mais une multipolarité qui est très particulière, puisque c'est une multipolarité qui va s'établir autour des États-nations. C'est-à-dire que c'est une remise en exergue des relations entre États et la mise de côté des organisations, on va dire, plus ou moins multilatérales qui voudraient avoir un rôle politique ou géopolitique. Et en cela, l'Union européenne, c'est un objet géopolitique non identifié, un OGANI au sens propre du terme, que les Américains ne reconnaissent pas, que les Russes ne reconnaissent pas, que les Chinois ne reconnaissent pas. Alors pourquoi je cite ces trois grands pays? Parce qu'à mon avis, ils sont au cœur de la réflexion des relations internationales que porte cette nouvelle administration américaine. Alors je vais m'inscrire un petit peu en faux par rapport à l'analyse de nombreux experts en géopolitique qui disent qu'en ce moment, les États-Unis veulent se rapprocher de la Russie pour éloigner la Russie de la Chine et ainsi être en mesure de challenger en fait leur compétiteur stratégique qui est en train vraiment de monter en puissance, mais monter en puissance surtout sur le plan économique, et même s'il y a des velléités militaires chinoises, on est quand même très très en deçà de la puissance militaire américaine. La puissance militaire américaine, elle est quasiment indépassable en ce moment, aussi bien sur le plan des bases qui sont déployées dans le monde, sur le plan des effectifs, sur le plan des moyens, et notamment des moyens aéronavals et des flottes américaines qui permettent de contrôler tous les espaces maritimes du monde. Donc, cette nouvelle réflexion des Américains, à mon sens, ce n'est pas du tout une réflexion basée sur un nouvel affrontement vers la Chine, qui pourrait être envisageable, mais ils ne sont pas du tout dans cette optique. Je pense qu'ils ont réalisé que ce nouveau monde va se structurer autour de zones d'influence et d'espaces de coopération et de confrontation. Et ces zones d'influence, elles vont être plus ou moins négociées ou comprises ou, on va dire, partagées de manière tout à fait claire entre ces trois grandes puissances que sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Donc ils sont en train d'acter les zones d'influence.
c'est évident pour les États-Unis, quand on voit la manière dont ça se passe avec ces pauvres pays de l'Union européenne, qui sont vraiment réduits à l'état de vassaux. Et pour la Russie, elle a toujours eu son approche de ce qu'elle appelait l'étranger proche. C'est une réalité qui est historique pour la Russie, qui était même historique bien avant l'avènement du régime soviétique et sa chute en 91. Et puis la Chine, qui elle a surtout des velléités commerciales. Donc ces zones d'influence vont être reconnues d'une certaine manière. Et après, il y aura des espaces de confrontation qui seront inévitables et sur lesquels ils chercheront à maintenir un seuil le plus bas possible sur ces espaces de confrontation, mais également des espaces de coopération et qui sont en fait beaucoup plus nombreux que ceux qui pourraient les amener à se confronter. Je vais prendre un exemple. Les États-Unis achètent de l'uranium enrichi à la Russie et ils n'ont pas d'autres moyens pour faire fonctionner leur centrale. Les États-Unis, dans les produits que leur complexe militaro-industriel produit, donc les productions du complexe militaro-industriel américain utilisent 80 000 composants électroniques qui viennent de Chine et pour lesquels ils n'ont pas de solution. Ce sont des exemples qui sont un petit peu frappants, mais qui montrent cette interdépendance entre les grandes puissances. Et on a vu justement cet été les sanctions américaines contre la Chine faire chou blanc par une riposte simple de la Chine qui a bloqué les livraisons de terres rares. Ce qui fait qu'on ne doit pas oublier les objectifs stratégiques des États-Unis au Groenland, qui restent toujours là, ouais. Et une coopération économique avec la Russie, puisque la Russie exporte quand même 30% des terres rares consommées par l'Union européenne. Et je ne serais pas étonné que Donald Trump ait envie de mettre la main sur ce marché-là, vu que les Européens n'en veulent plus. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis, Georges. Il y a aussi ce sujet en fait des routes du Nord, les routes de l'Arctique, et également toutes les ressources pour l'instant inexploitées qui se trouvent dans la zone arctique. Tu as parlé du Groenland, mais on peut parler également de la zone arctique à part entière. Et bien sûr également le domaine aérospatial. Et on voit qu'on a trois grandes puissances aérospatiales, la Russie, les États-Unis et la Chine, avec des capacités qui pourraient être mises en commun. La Russie et les États-Unis coopèrent déjà dans le cadre de la station internationale, l'ISS, qui sans les Russes ne pourrait pas fonctionner, ne pourrait pas être ravitaillée. Et la Chine est un acteur aérospatial qui monte de manière très très rapide. Donc on voit tous ces espaces de coopération. Avec la Russie aussi. Et qui coopèrent également avec la Russie. Et donc tous ces espaces de coopération entre les trois grandes puissances vont devenir, à mon avis, prégnants. Et il n'y aura pas cette bascule qui pourrait être en fait très très néfaste aussi bien pour l'économie américaine que pour l'économie chinoise, d'un nouvel affrontement orienté vers la Chine. Une recherche de belliciste à l'encontre de la Chine de la part des États-Unis. Pourquoi on en arrive là? Parce que, là je vais me permettre une digression qui vaudra ce qu'elle vaut. Hein. Bon, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'immobilier, qui a fait la promotion immobilière. Et dans le cadre de la promotion immobilière qu'il a conduite notamment pendant les années 80, et oui, surtout les années 80, il a construit énormément de casinos, il a énormément d'immeubles également, de bureaux de grande hauteur et de belles factures dans les grandes villes américaines, Chicago, New York. J'en reviens à cette affaire des casinos, et notamment on ne peut pas construire des casinos aux États-Unis sans être en relation étroite avec la mafia. Or, la mafia américaine, elle est organisée en grandes familles qui, suivant les époques, on va parler de la mafia new-yorkaise puisque Trump est new-yorkais, les 5 grandes familles new-yorkaises de la mafia se sont fait parfois la guerre et parfois elles ont conclu des accords, réalisant que la guerre n'était pas profitable à leurs affaires et même à leur développement. Eh bien, je pense que le raisonnement que a le président Trump, c'est un raisonnement de ce type-là. C'est que l'affrontement... Si je me permets, Hervé, pour aller dans ton sens, l'histoire n'est pas connue par beaucoup de gens, mais Las Vegas est une idée qui vient d'un des bras droits de Lucky Luciano, Bugsy Siegel, qui avait eu l'idée après la Deuxième Guerre mondiale d'aller construire
des casinos dans le désert du Nevada parce qu'il y avait des lois qui étaient tout à fait adaptées à ce genre de pratiques. Ça n'avait pas marché. Le Tchad avait dû l'exécuter parce qu'il y avait beaucoup d'argent perdu. Et puis, c'est la crise de Cuba et l'effondrement des casinos mafieux à Cuba avec la prise du pouvoir par Castro qui a ramené tout l'argent et qui a développé cette idée de Bugsy Siegel. Donc, oui, les casinos aux États-Unis, c'est la mafia d'une manière ou d'une autre. Oui, alors ce qui est emblématique dans les opérations immobilières de Trump concernant un casino, c'est Atlantic City. Enfin, c'est vraiment une des grosses opérations qu'il a conduites dans les années 80. Donc, on est vraiment sur cette réflexion-là. Et en face de lui, il y a Vladimir Poutine, qui est un ancien libéral de Saint-Pétersbourg et qui a un raisonnement, à mon avis, qui est comparable, avec quelques variantes, puisque sur le cas de la guerre en Ukraine, il a estimé que les intérêts vitaux de la Russie étaient menacés par les avancées de l'OTAN et puis d'autres éléments qui l'ont amené à déclencher cette guerre. Donc on a cette rencontre de dirigeants pragmatiques et qui recherchent avant tout l'intérêt de leur pays. Et il en va de même pour le dirigeant chinois. Alors, je ne connais pas ses liens ou pas avec ou sa compréhension des systèmes mafieux de son pays, mais on est dans ce cadre-là de personnes qui pourraient s'affronter. Je ne dis pas qu'elles se partagent le monde, mais qui ont forcément des zones d'influence diverses et avec différents périmètres d'influence et de pouvoir sur ces zones d'influence. Et de puissance d'ailleurs au sein de ces espaces, mais on va très probablement s'orienter vers cela, puisque Donald Trump, comme tu l'as dit, face à la réaction chinoise, il s'est rendu compte que ce n'était pas une voie qui était porteuse d'avenir. Donc peu à peu, on va aller vers cette réorganisation des relations internationales autour de ces trois grandes puissances. Alors peut-être d'une quatrième qui pourrait émerger, l'Inde. Alors l'Inde, elle a beaucoup de potentialités. Le problème, c'est que en interne, l'Inde, c'est un petit peu anarchique, en fait. C'est anarchique. Hein, et tant qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser la croissance de leur population, ça peut les handicaper énormément. Mais on sent qu'il y a quand même des velléités du côté de l'Inde d'avoir cette également. L'Inde, c'est la Chine il y a 25 ans. Oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, c'est une puissance régionale, mais ce qui est notable, c'est que l'on voit que les relations entre la Chine et l'Inde sont en train vraiment de s'apaiser. Ils ont réouvert les lignes aériennes directes entre la Chine et l'Inde. Tu l'avais noté dans une de tes réflexions, on l'avait noté aussi ici à Fréquence Populaire en suivant les BRICS. Il y a eu cette hypothèse de travail qu'ils ont tenté du côté de Washington, les Américains, de s'attaquer aux BRICS pays par pays, et ils se sont retrouvés face à un bloc qui fonctionne en BRICS et puis qui fonctionne en coopération bilatérale ou trilatérale au sein des BRICS. Donc, Modi, le Premier ministre indien, a envoyé une fin de non-recevoir au blocage d'achat de pétrole russe, ont même renforcé l'alliance avec la Russie sur ce point de vue. De ce point de vue, comme tu l'as dit, encore plus incroyable, suite aux attaques des États-Unis, c'est le développement des accords sino-indiens. La Chine et le Brésil sont en coopération stratégique forte. On a fait une émission avec une Chinoise qui connaît très très bien ce sujet, justement de Rio en novembre dernier, qui montre qu'en fait non, ils se heurtent à des choses qui sont coordonnées, organisées, et avec même des systèmes de développement de paiement qui sortent du cadre du dollar. Donc les États-Unis doivent faire face avec ça, c'est ça le principal problème. Oui, donc en tous les cas, je pense que cette administration-là a acté que la primauté mondiale des États-Unis était terminée, qu'ils allaient devoir partager en fait avec d'autres puissances des espaces d'influence et des espaces de coopération et malheureusement également de confrontation, mais ça ce sera inévitable. Et dans cet espace-là, quid des Européens, enfin surtout de l'Union européenne, hein, cet espace qui se veut un espace puissance, mais qui est incapable de le devenir, puisque
Le problème de la construction européenne, c'est que c'est à la fois une structure qui se voudrait fédérale, mais qui n'est pas fédérale. Et qui, d'une certaine manière, a eu l'effet paradoxal d'affaiblir des nations fortes européennes qui avaient un poids international. Alors cet affaiblissement de ces nations fortes européennes s'est fait bien souvent à la complicité des dirigeants de ces nations. Et je pense en particulier à la France, puisque la France, quand même, historiquement, c'était une puissance moyenne, mais avec des ambitions internationales mondiales qui s'appuyaient sur des éléments qui étaient quand même assez irréfutables. Un, d'abord, le siège permanent au Conseil de sécurité. Deux, la force de dissuasion nucléaire, totalement indépendante. Et trois, son espace maritime, qui, de mémoire, est le deuxième au monde, après celui des États-Unis. Et à partir de là, on peut concevoir que la France, et puis j'oublie quand même un dernier élément, c'était son corps diplomatique aussi, qui était l'un des premiers corps diplomatiques au monde. Mais nous rappelons toujours, Hervé, quand Emmanuel Macron devient président en 2017, la France a toujours le deuxième corps diplomatique mondial. Voilà, c'est encore un succès de notre locataire de l'Élysée. Oui, et donc c'est un élément qui était probant, ce qui faisait que la France, au sein de l'Union européenne, quel que soit le côté contraignant des différents traités et des différentes directives, avait quand même des cartes à jouer pour s'imposer et pour faire acte d'indépendance, et non pas d'alignement et de suivisme. Or, ce qui s'est passé, c'est que ces grandes nations, j'ai parlé de la France, mais il y en a d'autres, les pays fondateurs, les grands pays fondateurs de l'Union européenne, ce sont l'Allemagne, l'Italie et la France. Ce sont ces pays-là qui contribuent majoritairement à l'équilibre budgétaire de l'Union européenne. De mémoire, je crois que c'est 21% pour la France, un peu plus pour l'Allemagne, 23 ou 24%, et l'Italie, on est également vers les 20%. Donc ce sont des pays qui sont contributeurs majoritairement. À partir du moment où tu paies, que tu participes à un budget, tu as forcément des moyens de pression, c'est une évidence. Donc, ne serait-ce que sur ce plan monétaire et budgétaire. Or, on n'a jamais fait œuvre de volonté de puissance au sein de cette Union européenne, à tel point qu'on s'est quasiment aligné sans arrêt sur les positions qui étaient défendues par l'Allemagne, que ce soit sur le plan énergétique avec le marché de l'électricité, marché européen de l'électricité, ou d'autres positions allemandes qui nous étaient défavorables, à commencer d'ailleurs par la nomination de Madame von der Leyen, qui s'était fait chasser du ministère de la Défense allemand pour différentes raisons. D'abord son incompétence et également des soupçons de corruption, du moins dans son entourage. Pour l'instant, elle n'avait pas été inquiétée, mais en tous les cas, c'était un fait. Et c'était la France qui avait validé sa nomination. On peut en mesurer les résultats aujourd'hui en termes de catastrophes successives. Catastrophes successives, que ce soit pendant la période Covid, avec des décisions qui ont été quand même assez peu stratégiques au sens propre du terme, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Et puis maintenant, c'est terrible avec les dernières démissions et soumissions vis-à-vis des États-Unis. Et le pire dans tout cela, c'est que plus la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, par l'absence de développement d'une stratégie propre à l'Union européenne, ou du moins à certains pays de l'Union européenne, comme la France par exemple, qui aurait pu se démarquer, eh bien, a accéléré en fait ce déclin et cette soumission aux États-Unis. Et le dernier exemple, c'est cette déplorable visite des dirigeants européens, pas que de l'Union européenne, de certains dirigeants européens, ceux de la coalition des volontaires, comme dirait Emmanuel Macron, accompagnés par le secrétaire général de l'OTAN et également le Premier ministre britannique, qui sont venus en fait se prosterner devant le grand patron ou le parrain américain qui est Donald Trump. Et cette image hallucinante de Donald Trump entouré, en son bureau, entouré sur des petites chaises de tous ces dirigeants-là, et Donald Trump qui d'une certaine manière leur fait la leçon, leur explique ce qu'il doit faire. Imaginons le général de Gaulle dans cette situation, c'est impossible. Impossible. Imaginons Churchill dans cette situation, c'est impossible. Ça veut dire qu'on a eu des grands dirigeants
même les dirigeants allemands comme Adenauer, on a eu des grands dirigeants, maintenant on a des petits dirigeants qui sont d'une certaine manière des supplétifs, des vassaux en fait du président des États-Unis. C'est terrible, parce que cette Europe qui se voulait puissante, en fait, cette Europe qui se voulait puissante, c'est une Europe de l'impuissance, en fait, de l'impuissance partagée, et plus il y aura une intégration, alors une intégration selon le modèle politique actuel, parce qu'on pourrait réfléchir à un modèle fédéral qui serait différent, beaucoup plus, mais on n'en est pas là, parce qu'en fait, il y a deux options en fait actuellement pour l'Europe. Soit elle bascule vers un modèle fédéral assumé. Quand je dis un modèle fédéral, un vrai modèle fédéral avec une représentativité des États qui serait comparable à la représentativité des États au sein des États-Unis d'Amérique, avec peut-être une chambre des représentants, peut-être un Sénat, et avec une représentativité quand même et là, ce serait à la limite un modèle, malgré les différences de langue, qui pourrait avoir du poids à l'international. Mais on n'en est pas là, et c'est surtout pas le but en fait, puisque le but de ce modèle-là, qui a été plus ou moins soufflé par les États-Unis à son origine, et notamment par des agents américains comme Claude Monet, c'est justement d'avoir une espèce de conglomérat qui en fait fait œuvre d'impuissance. Et l'autre bascule vers... Claude Monet, il payait, c'était un pas. Jean Monnet, pardon. Jean Monnet, pardon. Jean Monnet, oui, c'est ça, oui. Bah, c'est reconnu, maintenant c'est de notoriété presque publique, dans les milieux, on va dire, bien informés. Et l'autre option de bascule, ça serait un retour vers l'Europe des nations, c'est celle qui est prônée par des gens comme Viktor Orban. Il y a beaucoup de dirigeants européens qui font preuve d'autonomie en ce moment, alors de différentes manières, suivant leurs appétences et leurs intérêts. Orban, Cisco, Meloni, quoi qu'on en dise, parce qu'elle est proche des États-Unis, mais pas elle est proche des États-Unis parce que il y a cette fameuse diaspora italo-américaine qui est quand même très importante aux États-Unis. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure à l'occasion des opérations immobilières de Donald Trump. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, aux États-Unis, mais en tout cas, elle est très importante. Et bien sûr, il y a également l'Espagne, parce que remarquons que le Premier ministre Pedro Sánchez, c'est le seul qui, lors de la dernière réunion de l'OTAN, a dit non à presque le dictat trumpien de dépenser 5% du budget de chaque pays européen à sa défense. Donc on voit qu'il y a quand même des velléités d'autonomie de la part de certains dirigeants européens à des degrés divers, et qui s'expriment de différentes manières. Et par ailleurs, quand même, ce qui est quand même quelque chose qui est quand même hallucinant, on s'inquiète de la guerre en Ukraine, qui ne fait pas partie de l'espace européen ni de l'espace otanien, mais parallèlement, on ne s'intéresse pas du tout à l'invasion de Chypre, de 40% de Chypre depuis 1974 par la Turquie, qui est un pays de l'OTAN, et Chypre qui fait partie de l'Union européenne. Donc, et n'oublions pas quand même que au sein de l'OTAN, entre la Turquie, membre de l'OTAN, et la Grèce, membre de l'OTAN, il y a eu déjà quelques tensions, voire quelques tensions qui ont même débouché sur des ouvertures du feu entre appareils helléniques de l'armée de l'air hellénique et l'armée de l'air turque, voire des tensions entre navires de guerre de la marine hellénique et puis de la marine turque. Donc il y a des sujets qui, comme par hasard, préoccupent les dirigeants européens, et d'autres qui, en fait, sont des situations larvées qui durent depuis des années et dont ils se désintéressent. Alors, justement, la situation des Européens, tu l'as très bien décrite, et elle est étonnante parce qu'ils ont l'air focalisés sur un seul sujet, à savoir l'Ukraine, qui tout à coup serait devenue la nouvelle frontière, la nouvelle lime, l'endroit où doivent être défendues les valeurs européennes. Ne parlons pas du régime de Zelensky qui pose quelques problèmes, mais tu as dit c'est un petit peu étonnant. Alors il s'agit de beaucoup.
alors que il semble que l'Ukraine soit vraiment une épine dans le pied des États-Unis qui ont très envie de s'en débarrasser. D'ailleurs, c'est ouvertement dit par les uns et par les autres. Même Zelensky, dans le bureau ovale il y a deux jours, les Américains vont fournir les armes que vont acheter les Européens et nous les donner. Donc, les Américains ont encore du renseignement et de la coordination stratégique, j'imagine, sur le terrain, mais tout ça peut s'arrêter et servir de levier pour faire pression à Zelensky. Alors même que la situation sur le terrain que tu analyses régulièrement est des pires, en fait, pour l'Ukraine et ne semble pas être retournable. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur où on en est là maintenant en Ukraine, ce qui est devenu la focale principale des Européens, qui pourtant n'ont aucun moyen d'agir concrètement sur l'avenir des armes, le destin des armes sur le front ukrainien? Tout d'abord, je pense que l'agenda diplomatique initié quand même, il faut le dire, par l'administration Trump et par le président Trump, correspond à des informations alarmantes qu'ils ont par les canaux de renseignement militaires. Ces canaux de renseignement militaires américains, mais également de l'OTAN et certainement français, puisque nous, on a des capacités également de surveillance satellitaire de certaines zones du monde. Donc, il est clair qu'il y a des inquiétudes de la part des Européens, de la part des États-Unis, d'où cette idée un petit peu pressante de cessez-le-feu inconditionnel qui a émergé en début d'année 2025 et qui a été défendue bien sûr par les Ukrainiens puisque ça leur permettrait de souffler et derrière par les dirigeants européens et qui a été martelée sans arrêt par les médias. Cette notion de cessez-le-feu inconditionnel, très honnêtement, c'est rarissime dans l'histoire militaire. C'est rarissime. C'est rarissime. Alors parfois, je parle dans des conflits de ce type-là. Un exemple quand même qui est quand même symptomatique, c'est qu'en 1918, lorsque l'armistice est signé, donc l'armistice c'est pas un traité de paix, c'est une forme de cessez-le-feu négocié, il est négocié, et les troupes allemandes, dans les conditions d'armistice, il y a de mémoire une vingtaine de conditions, dans les conditions d'armistice, il y a le retrait des troupes allemandes des positions qu'elles occupent, notamment des positions qu'elles occupaient en Alsace et en Lorraine, qui n'avaient pas été reconquises, ces espaces n'avaient pas été reconquis par l'armée française, mais les troupes allemandes se sont retirées, et se sont même retirées en deçà de certaines zones du Rhin. Donc, il y a toujours il y a des conditions également de rupture de l'armistice. C'est que si certains critères ne sont pas vérifiés, les Alliés se réservent le droit de rompre l'armistice. Donc, il faut bien comprendre qu'un cessez-le-feu, ce n'est jamais inconditionnel. Et ce cessez-le-feu, évidemment, les Russes, qui ne sont pas stupides et qui ont un momentum actuellement sur le front terrestre qui leur est favorable, et qui sentent très bien que l'armée ukrainienne a de plus en plus de difficultés, notamment au plan humain et matériel, ne vont pas arrêter des opérations alors que, d'une certaine manière, leur adversaire a un genou à terre. Donc ça, c'est impossible. Et Trump l'a très bien compris lors de sa rencontre à Anchorage avec Poutine. Maintenant, les Russes, ils sont assez inflexibles sur leurs demandes. Elles n'ont guère varié depuis le début. Par contre, il semblerait qu'à l'issue de cette rencontre, ils aient on peut les rappeler peut-être, donc pas d'Ukraine dans l'OTAN. Oui, pas d'Ukraine dans l'OTAN. La reconnaissance des 4 régions. Voilà, c'est ça, la reconnaissance des 4 régions, démilitarisation de l'Ukraine, et je crois que aussi. Et dénazification. Oui, il y avait comment? La dénazification, changement de régime, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y avait d'autres conditions aussi, comme c'était l'arrêt de la comment s'appelle, de la discrimination des minorités russophones aussi. Il y avait aussi cette donnée-là. On en parle moins, il y avait également ça. Bon, oui, globalement. D'ailleurs, on vient de voir, ça sert tous les pro-russes sur les réseaux. Il y a une joueuse dans un match Odessa-Kiev de football féminin qui a une arbitre a mis un carton jaune à une joueuse parce qu'elle s'est exprimée en russe sur le terrain. Ouais. Alors, globalement, on va rester sur les deux éléments majeurs.
l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, et les aspects territoriaux. Or, les Russes, lors de cette réunion d'Anchorage, parce que l'envoyé spécial, quasiment une semaine avant du président Trump à Moscou, avait fait une proposition que les Russes avaient estimée recevable. Ils ont estimé qu'ils pouvaient se rencontrer avec le président Trump. Donc le président Poutine et le président Trump se sont rencontrés à Anchorage. Et ils ont convenu, alors c'était très très court, hein, puisqu'on pensait que ça durait plus longtemps, ils ont convenu d'une forme d'accord de paix qui pourrait être présenté à l'Ukraine et accessoirement aux Européens. Et dans cet accord de paix, ce qui est très intéressant, c'est que les Russes sont prêts, d'une certaine manière, à accepter que les Ukrainiens gardent les parties des oblasts de Zaporijjia et de Kherson qui sont actuellement non occupées par la Russie, ce qui correspondrait globalement à la ligne de front, mais que par contre sur les oblasts du Donbass, Donetsk et puis Louhansk, eh bien là, ils demandent à ce que les troupes ukrainiennes se retirent des limites administratives, et eux, par contre, ils redonnent les espaces qu'ils ont conquis à l'est des villes de Soumy et de Kharkov. Voilà globalement le deal, comme dirait le président Trump, qui était acté et qui, d'une certaine manière, c'était son territorial swap. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, et en deçà quand même des revendications territoriales des Russes. Donc, ils font un pas en avant. Alors, il y a bien sûr derrière un jeu des Russes, parce que les Russes, il y a deux hypothèses pour les Russes. La première hypothèse, c'est que les Ukrainiens acceptent, alors ensuite évidemment, suite de négociations, de garanties de sécurité, ils acceptent ce deal territorial, c'est-à-dire que les Russes récupèrent l'intégralité des oblasts du Donbass, eux retirent leurs troupes, et par contre l'Ukraine garde les parties des oblasts de Kherson et Zaporijjia qui ne sont pas occupées par l'armée russe. Donc là, c'est un deal. Bon, les Russes sont gagnants. Deuxième hypothèse, c'est que les Ukrainiens, aidés et appuyés en cela par les Européens, je rappelle que les Européens, en fait, en appuyant l'Ukraine et en forçant l'Ukraine à résister de manière un petit peu inconsidérée et pas accepter les propositions qui sont faites actuellement, en fait, ils font le jeu des Russes, notamment de la frange dure des Russes, puisque les Russes ont l'ascendant actuellement militaire. Il y a peu de chances qu'il y ait un retournement militaire sur le front, et il pourrait y avoir au contraire très probablement une dégradation peu à peu des forces armées ukrainiennes, pas tellement pour des raisons matérielles, mais surtout pour des raisons humaines et des raisons tout simplement de fatigue de la société ukrainienne face à cette guerre. Oui, ils servent les intérêts de la frange dure du bloc russe, oui. Mais en croyant, eux, qu'à un moment donné, je ne sais quelle magie maintenant, les sanctions vont opérer et l'économie russe va s'effondrer. Est-ce que c'est ça toujours l'arrière-fond oui, bien sûr. On voit que les médias sont toujours en train de scruter les moindres défaillances de l'économie russe, en oubliant les grosses défaillances de nos économies, nous en Europe, qui souffrent énormément de cette guerre, et notamment de l'arrêt des échanges commerciaux et surtout énergétiques avec la Russie. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, dans les deux hypothèses, les Russes sont gagnants, mais il y en a une, la deuxième hypothèse, celle où l'Ukraine refuse d'une certaine manière ce deal territorial, où les Russes potentiellement, alors évidemment ce sera avec plus de souffrance et plus de morts et plus de destruction de part et d'autre, mais potentiellement ils seront gagnants, et peut-être même au-delà, et on imagine que les conditions de la Russie plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, face à une Ukraine encore plus affaiblie, pourraient être largement pires, aussi bien au plan, et surtout au plan territorial. Donc, ce qui était déjà le cas, on peut en être certain de ce que tu dis, Hervé, puisqu'on l'a déjà vécu en mars-avril 2022 avec ce qui était discuté à Istanbul, et à l'époque, c'était seulement les 2 oblasts, Lugansk et Donetsk, plus la Crimée, et on arrête les combats. Si ça avait été signé... Ouais. Et les oblasts de Luhansk et de Donetsk devaient avoir un statut d'autonomie au sein de la République ukrainienne. Donc, un peu comme le statut, on va parler d'un pays, l'Espagne, des Catalans, de la Catalogne et du Pays basque espagnol.
Oui. C'est un petit peu, qui ont leur propre police, qui ont leur propre langue. C'est une réalité, ça existe en Europe. Oui. Hein. Donc voilà, donc globalement c'était ça. On voit que là, je pense que c'est le moment où logiquement l'Ukraine devrait rentrer en négociation, parce que alors je parle de logiquement si on parlait de l'intérêt du pays au sens propre du terme et du peuple ukrainien, pour pouvoir se projeter autrement que sur une guerre qui est ingagnable et qui en fait grève toute possibilité de développement économique et puis bon, de toute façon et de reconstruction de toutes les manières. On ne peut pas commencer à reconstruire tant qu'il y a la guerre. Mais le problème, c'est que sur le plan des dirigeants ukrainiens, je ne suis pas certain que ça soit possible. Ça soit possible parce que il y a quand même une forte pression des forces ultranationalistes ukrainiennes qui sont quand même très très présentes au sein de l'appareil d'État ukrainien. Alors elles ne sont pas très représentatives au plan électoral, mais elles sont à tous les endroits qui comptent et où le pouvoir peut s'exercer, et notamment au sein des forces de police, des forces militaires, et puis également des services secrets. Et de toute façon, il y a plus d'élections, alors c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Et sans citer évidemment les bataillons, on va dire, idéologiques, hein, ou les brigades idéologiques comme Azov, qui sont potentiellement, je dis bien potentiellement, de possibles corps francs, entre guillemets, et qui pourraient se comporter comme des corps francs si jamais une paix signée, considérée comme illégitime ou comme une trahison par ces unités, eh bien, pourrait mener à une forme de guerre civile en interne de l'Ukraine. Il y a quand même ce risque-là qui est majeur. Parce que lorsque l'on entend alors j'ouvre une parenthèse, lorsque l'on entend certains dirigeants européens, notamment français, ou même l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Bucard, qui est parti, et qui considère que la première menace actuellement pour l'Europe, c'est la Russie. Alors on ne va pas gloser là-dessus parce que c'est une notamment menace existentielle. J'y reviendrai peut-être en termes de critères. C'est quand même très très précis quand on parle de menace existentielle. Mais la première des menaces, en fait, pour l'Europe et la stabilité de l'Europe, et ça les Hongrois et les Polonais le savent très bien, c'est d'avoir à leur porte un pays totalement atomisé, l'Ukraine, avec plus de pouvoir en mesure de le faire fonctionner, appauvri, détruit par la guerre, et avec des bandes armées, voire des groupes armés de type corps franc qui pourraient vouloir faire la loi dans ce pays. C'est ça le vrai risque. Hein. Alors pour en revenir à la menace existentielle russe, avant la menace existentielle russe, pour aller encore dans ton sens, on a là encore un exemple. 2011, guerre en Libye, résultat des courses. La Libye a sauté, ça valait ce que ça valait, il y avait les accords qu'il y avait avec eux. Maintenant, c'est open bar pour les trafics d'armes, d'êtres humains, des passeurs de tout genre, et qui font entrer illégalement un nombre colossal d'immigrés clandestins. Et justement, la Russie et la Turquie en profitent, puisque maintenant la Libye est contrôlée par la Russie et la Turquie géopolitiquement. Donc, on a déjà un exemple d'une guerre absurde qui a conduit à un effet négatif. Et je serais très surpris si les Russes ne le voyaient pas. Oui, une guerre en Libye qui est allée au-delà, en fait, de ce qui avait été décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa mise en œuvre, hein, puisqu'on ne parlait pas de renverser le régime de Kadhafi. Bon, j'en reviens donc à la menace existentielle que représenterait la Russie, une menace existentielle d'après, alors c'est de mémoire, je vous dis ça, d'après les fondateurs de la force de dissuasion nucléaire française, les théoriciens, dont le général Gallois, il y a 3 critères. Pour que la menace soit existentielle, il faut qu'il y ait une menace sur les institutions, une menace sur les frontières, une menace sur la population. En l'état, qu'est-ce qui menace les institutions ? En réalité, pas grand-chose, hein, hormis peut-être justement paradoxalement cette prégnance des directives européennes et de la Commission européenne, puisque ça menace très ouvertement la souveraineté des institutions de notre pays et avec une complicité flagrante des dirigeants de notre pays. Ensuite, deuxième élément, la menace aux frontières. La menace aux frontières, c'est l'immigration de masse incontrôlée.
Donc ça, c'est une menace existentielle. Et ensuite, la menace sur la population, eh bien, c'est le narcotrafic, le terrorisme et d'une certaine manière une forme de violence qui se généralise au sein de la société parce que l'État français n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des citoyens comme il le faisait il y a des années. Donc voilà, c'est ça des menaces existentielles. Et là, est-ce que la Russie menace nos institutions? Non. Est-ce que la Russie menace nos frontières? Non. Est-ce que la Russie menace nos populations? Non. Alors, est-ce que pour autant, la Russie n'a pas des actions, on va dire, qui sont offensives dans différents espaces? Bah, comme d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Allemagne. L'Allemagne a des actions offensives contre certains de nos intérêts. Un exemple, notre industrie nucléaire, de manière insidieuse, par des actions d'influence et de lobbying. Les États-Unis ont des actions offensives dans le spectre informationnel en faisant du renseignement sur le plan économique et en ayant également des actions très très offensives vis-à-vis de nos grands groupes industriels. Hein. Alstom en est un exemple emblématique, mais il y en a d'autres. Sur le plan de cyber, évidemment qu'il y a des actions cyber qui sont réalisées, mais elles le sont par la Russie, elles le sont par le Maroc. Rappelons les opérations marocaines d'il y a quelques années sur l'espace cyber. Elles le sont par les États-Unis, bien sûr, qui espionnent et qui influencent par les différents moyens et de grandes oreilles qu'ils ont, et notamment la NSA. Donc, la Russie, c'est un compétiteur qui, comparé à d'autres compétiteurs, agit de manière, on va dire, de manière à défendre ses intérêts. Mais ce n'est pas le compétiteur qui nous fait le plus de mal, en fait. Celui qui nous fait le plus de mal, de toutes les manières, on en revient à ce que tu disais, c'est les États-Unis. Hein, c'est factuel, ça. Il nous fait le plus de mal au plan économique. On l'a vu dernièrement avec les derniers droits de douane qui ont été votés. Il nous fait le plus de mal au plan industriel, puisqu'il cherche à récupérer les savoir-faire et à gréver les possibilités de concurrence qui pourraient émerger dans l'industrie des pays européens. On parle de la France, mais il y a d'autres pays qui sont également confrontés à cela. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des espaces de coopération également avec les États-Unis sur le plan industriel, mais il faut être conscient de ça. On est dans une compétition mondiale et une guerre économique qui est constante en fait. Donc c'est pour cela que c'est complètement absurde de parler de menace existentielle. Alors maintenant que la Russie soit inoffensive, non, elle n'est pas inoffensive. La Russie est en guerre contre les alliés de l'Ukraine, de manière indirecte. Donc, quand je vois en Allemagne des usines d'armement qui brûlent ou en Bulgarie, évidemment, je trouve que ce sont des coïncidences suspectes. Voilà. Donc, il est évident que, mais la Russie ne va pas s'amuser à mettre des patchs avec des étoiles de David à Paris. Ça, c'est complètement ridicule. C'est pas les actions russes contre notre engagement au profit de l'Ukraine, elles vont se concrétiser de manière différente et de manière plus opérationnelle, pas sur des actions d'influence qui sont complètement... Exactement. Comme l'avait dit Piotr Tolstoï, interviewé à Moscou, il y a quelque temps, il avait dit également, il a repris ce qu'avait dit Lavrov vis-à-vis de l'OTAN, nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix non plus. Puisque j'ai posé la question pour la France, et comme tu le dis, on a dit tout à l'heure, il est clair que la Russie utilise l'arme migratoire à partir de la Libye, puisque il y a des forces intérieures en Europe qui sont tout à fait complaisantes avec une migration débridée, à commencer par Business Europe, ceux qui sont à Bruxelles. Je pensais pas immédiatement aux Welcome Migrants, mais eux aussi. Et on a des offensives, on l'a vu, sur les zones d'influence française en Afrique, très réussies d'ailleurs, puisqu'on est très largement dégagé, et on a été perçu comme le maillon faible, ce qui n'est pas faux, contrairement aux Britanniques. Et là, les Russes ont construit une méga ambassade aux Comores. Soyons assurés que ce n'est pas pour la coopération culturelle comoro-russe.
sûrement, elle doit exister, mais c'est clairement pour peser sur Mayotte. Et ils vont le faire. Tant qu'il n'y aura pas de résolution pacifique, et là, pour le coup, on est en conflit larvé, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, la première des failles, c'est nos faiblesses, en fait. Nos faiblesses. Et en Afrique, c'est patent. Le discours que l'on a tenu et les attitudes diplomatiques que l'on a eues depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron vis-à-vis de notre précaré africain, comme on disait dans les années 60. Alors, maintenant, on est dans une structure internationale qui est totalement différente, ont été complètement, on va dire, défavorable à nos intérêts, défavorable, et même au-delà d'ailleurs. Hein, et se rappeler pour cela de l'ambassadeur LGBT qui devait venir au Cameroun et qui a eu, on lui a fait comprendre qu'il était persona non grata au Cameroun. Et maintenant, comme par hasard, le président Macron qui est en train de ressortir les dossiers d'une guerre coloniale qu'aurait conduit la France au Cameroun. Donc on est toujours dans cette espèce d'approche victimaire pour rattraper des grosses bévues et des grosses bêtises qui ont été faites par ou les diplomates en poste ou par la tête même de l'État français. Donc c'est terrible, c'est terrible. Alors derrière, il ne faut pas s'étonner hein, si les Russes, les Chinois ou les Turcs, parce qu'il ne faut pas oublier les Turcs, en profitent. Un exemple, hein, au Niger, nous sommes partis militairement. Alors, une parenthèse, l'Italie est toujours présente au Niger, par contre, c'est les seules forces militaires qui sont toujours présentes au Niger. Quand même intéressant, hein, quand même, de voir ça. De même qu'ils sont présents également à Tripoli, hein, pour protéger les structures étatiques qui sont là-bas en place. Donc, toujours s'intéresser au jeu de l'Italie, quand même, qui me paraît assez... Ils ont d'excellentes relations avec l'Algérie, dont ils achètent le gaz, contrairement à la France. Exactement, ils ont d'excellentes relations avec l'Algérie. Donc, quand on parle d'acteurs géopolitiques, hein, suivant les dirigeants, on voit que certains acteurs géopolitiques prennent de l'importance. Et c'est quand même le cas de l'Italie depuis que Meloni est première ministre. Donc, elle a une vision des intérêts de son pays et elle joue habilement de ses forces vis-à-vis notamment des États-Unis pour être, d'une certaine manière, l'interlocutrice privilégiée de Donald Trump avec Viktor Orban dès qu'il parle de l'Europe. Donc voilà, donc ils ont profité de nos faiblesses. Ils ont profité de nos faiblesses. Ce sont des acteurs non inoffensifs, on va dire, hein, virulents lorsqu'ils peuvent le faire. Mais comment s'en étonner? Comment s'en étonner? Hein, je ne parlerai même pas de la Nouvelle-Calédonie où le bazar qui a été mis en Nouvelle-Calédonie, c'est l'État français qui a commencé par le mettre en imposant un référendum que la communauté kanak ne voulait pas suivre, pour des raisons de deuil, puisqu'ils avaient été extrêmement touchés par la période Covid, et on a cherché à l'imposer, ce qui fait que le référendum, les résultats normalement ne devraient pas être acceptés, puisqu'il y avait moins de 50% du corps électoral de mémoire qui avait voté. On a voulu imposer, comme chaque fois, cette espèce d'hubris, hein, d'imposition de choses qui vont en fait générer des affrontements, des confrontations. Et on a voulu imposer. Il y a eu les confrontations quand même terribles hein, pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui s'est passé. Et maintenant, on cherche à faire machine arrière avec des accords, les accords de Bougival. Bon, on va pas revenir sur le détail des accords de Bougival, mais qui me paraissent quand même assez équilibrés, mais avec un détail important, qui est quand même un point majeur, c'est que dans ces accords-là, on ne parle plus de référendum pour une éventuelle indépendance. Donc forcément, les indépendantistes refusent, parce que le point essentiel, c'était ça en fait. Enfin, je ferme la parenthèse, parce qu'on est allé bien loin là, par rapport au sujet de départ. Donc tu me parlais du front. Alors moi, comme je te l'ai déjà... Revenons au front. On en est où? Toi, tu vois, ce que tu vois, toi, c'est principalement une offensive sur Zaporijia, au sud. Non, en fait, moi, j'essaie d'avoir une vision stratégique par rapport aux objectifs russes tels qu'ils sont en l'état. Alors, quand je dis en l'état, en l'absence de négociation, hein, puisqu'on a vu que les Russes étaient, disons, favorables à ne pas revendiquer dans le cas des négociations l'intégralité des oblasts de Zaporijia et de Kherson. En l'état, en l'absence de négociation, l'objectif des Russes, quand même, c'est de conquérir les 4 oblasts qu'ils ont annexés, mais qu'ils ne contrôlent pas actuellement. Alors, certains qu'ils ont contrôlés, notamment celui de Kherson, mais ils se sont retirés.
actuellement, la pointe d'effort des Russes, elle est sur les oblasts et le front du Donbass, parce que c'est là où il y a cette ligne de fortification qui s'appuie sur les grandes villes du Donbass, qui en fait permet aux forces ukrainiennes, malgré les déficits en hommes et puis en matériel et munitions qu'elles ont, de résister, parce que ça résiste encore dans le Donbass. Hein. Les Russes, ils ne rentrent pas comme dans du beurre. En ce moment, il y a une grande offensive sur Pokrovsk, avec notamment cette percée qui a eu lieu il y a une semaine dans les forces russes et qui a été après contrôlée par les Ukrainiens, mais en dégarnissant des moyens et des forces qui se trouvaient dans d'autres zones du front. Parce qu'il faut bien comprendre que les Ukrainiens, depuis l'offensive sur Koursk et leur retrait de Koursk, ils ont perdu leur réserve stratégique. C'est là où l'opération de Koursk, au plan stratégique, c'est une connerie monumentale. Parce qu'au plan stratégique militaire, puisqu'en fait, ils ont usé en fait leurs réserves stratégiques, avec leurs troupes les mieux équipées d'ailleurs et les plus motivées, et maintenant ils n'ont plus de réserve stratégique. Ça veut dire que dès que les Russes commencent à pousser à un endroit, ils vont être obligés d'aller chercher des unités qui sont sur le front, à d'autres endroits, pour combler cette poussée. C'est ce qui s'est passé au nord de Pokrovsk. Alors pour l'instant... Une petite question en aparté, Hervé, sur le fait que les troupes de réserve ont été cramées, si on peut dire, dans cette offensive stupide à Koursk. Est-ce que j'avais osé un petit papier, je ne sais pas ce que tu en penses à l'époque, au début de cette offensive, en me demandant si cette faiblesse russe n'était pas une redite du piège fait à Mannheim sur l'offensive Koursk de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont eux aussi cramé un nombre considérable de réserves qui leur a peut-être permis de tenir plus longtemps une ligne de front, dans l'espoir d'une avancée, d'une percée dans le camp du côté soviétique. Moi, je pense pas. Je pense que les Russes, en fait, les Russes, ce sont des pragmatiques et parfois ils peuvent être trop rationnels. C'est que ils pensaient pas que les Ukrainiens étaient déjà en difficulté et le fait de faire une offensive comme ça, c'est rallonger le front. Et lorsqu'on est en difficulté, qu'on manque de moyens, de personnes, de ressources humaines, c'est quand même assez irrationnel de rallonger le front comme ça. Et en plus de créer un saillant face à un adversaire qui a une supériorité des feux qui est drastique par rapport à la sienne propre, tu vois. Non, je pense qu'ils ont fait un coup de poker en se disant on va peut-être réussir à tenir cette partie de territoire suffisamment longtemps pour pouvoir le négocier. Parce que je ne crois pas à la théorie de la centrale de Koursk, vouloir s'emparer de la centrale de Koursk, parce que dans ce cas-là, qui est à peu près à 60 km de la frontière ukrainienne, parce que dans ce cas-là, pourquoi pas mobiliser les mêmes forces pour récupérer la centrale de Zaporijia, qui à la limite est beaucoup plus à portée, tu vois. Et sur le plan international, c'est beaucoup plus légitime comme objectif que la centrale de Koursk, qui de toute manière, une fois qu'ils seraient, imagine, ils s'emparent de la centrale de Koursk, les Russes sont autour après, tu comprends? Non, je pense qu'il y avait cette notion d'avoir un gage territorial. Le problème, c'est que en fait, ils ont sous-estimé les capacités russes à mobiliser leurs forces de réserve, puisqu'on était sur le territoire russe. Donc, des conscrits pouvaient être engagés d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je pense pas qu'ils l'aient fait, puisqu'ils ont pris des troupes qui étaient ailleurs sur d'autres fronts. Mais ils avaient cette capacité-là. Puis ensuite, il y a eu quand même, même si ça a été glosé et exagéré, il y a eu également l'apport en munitions quand même et en artillerie des Nord-Coréens qui ont amené des moyens en artillerie longue portée que les Russes n'avaient pas. Et puis de manière anecdotique, il y a eu les forces spéciales nord-coréennes qui ont été également engagées sur certaines opérations ciblées. Donc ils ont manœuvré de cette manière-là, hein, et ils ont chassé après plus de 6 mois quasiment les forces ukrainiennes qui sont parties quasiment en abandonnant tout leur matériel. Hein. C'est une retraite qui a été terrible, hein, qui s'est fait à pied, hein, à pied. Donc ils n'ont plus de réserve, ils n'ont quasiment plus de matériel. Hein. Je crois qu'on évalue les forces
de chars de l'Ukraine à moins de 200 actuellement, et le rapport des feux, selon certains experts, alors je ne sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, mais pourquoi ne pas les prendre en compte, puisque Sylvain Ferreira les a repris également, donc je pense que lui c'est quelqu'un de sérieux, il a vérifié, on serait actuellement sur le front pour un obus ukrainien tiré, on serait à 24 obus d'artillerie russe, donc c'est terrible, même s'il y a encore cette... Elle dit 24 24, oui. Cet équilibre encore au niveau des drones, alors je dis équilibre relatif parce que c'est un avantage que les Ukrainiens avaient, que maintenant les Russes commencent à prendre également l'ascendant là-dessus, hein, parce que c'est derrière le complexe militaro-industriel russe qui s'est mis en marche, de toute manière. Hein. C'est qu'en face, il y a des initiatives intéressantes sur le plan militaire et technique, mais on est quand même dans le domaine du bricolage, quoi, tu vois. Et même les soutiens industriels européens, le million d'obus de Thierry Breton, les Ukrainiens, ils l'attendent toujours. On est quand même sur des montages qui relèvent du bricolage, alors qu'en face, il y a un complexe militaro-industriel qui est totalement étatique, qui s'est mobilisé, qui s'est développé, qui a augmenté ses cadences. Et en face, il y a un complexe militaro-industriel qui est un petit peu atomisé parce que ces différentes entreprises, et sont surtout des entreprises privées. C'est que avant d'investir et de produire, eh bien, elles cherchent à avoir des marchés et des contrats qui sont signés. Hein, et bien sûr, les États financiers ont du mal derrière ça. La réalité, c'est qu'il y a une disproportion des forces, pas tellement des forces sur le plan humain, parce que même si il y a un avantage des Russes en ce moment, mais surtout sur le plan industriel, des matériels, des munitions, et en plus il y a la Corée du Nord qui appuie les Russes là-dessus, l'Iran qui a appuyé les Russes avec les premiers drones géants, donc, et les Russes sont capables après de reprendre ces matériels-là, de les refaire à leurs mains et de les produire en masse, beaucoup plus même que ce que était capable de faire l'industrie iranienne, par exemple, lorsqu'ils ont commencé à livrer ces drones. Donc c'est une guerre d'attrition avec un complexe militaro-industriel russe qui est en train tout simplement de gagner la guerre, hein, par rapport au complexe militaro-industriel qui est en face, que ce soit les entreprises ukrainiennes, alors, qui sont quand même bombardées quasiment systématiquement, hein, et surtout derrière, en second rideau, les industries européennes. Donc pour en revenir au front, il y a eu cette poussée qui actuellement est plus ou moins stabilisée par les forces ukrainiennes, mais les Russes continuent à pousser en fait maintenant, hein, puisqu'ils ont ramené des renforts. Je pense qu'ils ont été surpris. Il y a des analystes qui le disent. Ils ont été surpris par la facilité avec laquelle ils avaient pénétré. Donc ils n'avaient pas prévu derrière forcément les renforcements. Ils sont en train de les mettre en place. Et ensuite il y a la bataille de Kupiansk qui est en train également de commencer, sachant que les Russes sont passés de l'autre côté de la rivière Oskol. Donc là, on est sur également une bataille qui est importante. Et une autre bataille qui va être importante dans cette zone du Donbass, c'est la bataille de Seversk également, qui est un point d'appui historique de l'armée ukrainienne, hein, qui jusqu'à présent avait du mal à être approchée, même encerclée. Il serait en train d'être encerclé. Alors, quand j'en reviens à cette notion de stratégie, de vision stratégique, c'est qu'une fois, en l'absence de négociation, et une fois que la Russie aura conquis le Donbass, alors je ne sais pas dans quel délai, parce que il n'y a pas de linéarité dans les opérations de guerre. Il y a des arrêts, il y a des accélérations. Ça peut parfois être surprenant. Eh bien, il est clair que pour remplir les objectifs territoriaux qui sont ceux de l'annexion des oblasts de Zaporijia et de Kherson, eh bien, inévitablement, il ne pourra y avoir qu'une poussée russe dans la zone Zaporijia de Kherson. C'est inévitable. Je dis bien à l'absence de négociation. Et a priori, grâce aux Européens, c'est vers quoi on se dirige. On en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que si jamais on avait un effondrement comparable à celui de l'armée allemande en 1918, un délitement des forces ukrainiennes, parce qu'actuellement les meilleures forces, les plus motivées sont toujours dans le Donbass, hein, sont les combattants quasiment peut-être du début, hein, et on voit très bien que la mobilisation en Ukraine, c'est compliqué maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Il y a un rejet de la population qui est patent. Eh bien, le problème, c'est que les Russes pourraient avoir la tentation d'aller au-delà des oblasts de Zaporijia
et pourquoi pas de chercher à s'intéresser à Odessa. En tout cas, les turbo-patriotes en Russie, eux, ils pensent à ça. Hein. Alors, ils vont même au-delà. Ils voient un continuum territorial entre la Nouvelle-Russie, comme ils disent, et puis les parties de la Moldavie qui sont qui sont devenues qui sont sous le même statut d'ailleurs que les anciennes républiques de Donetsk et de Louhansk, hein, et donc La Transnistrie. comment la Transnistrie, voilà, et avoir cette espèce de continuum. Alors là, je pense que c'est un petit peu illusoire quand même comme vision, mais en tous les cas, il est clair que si jamais les opérations continuent, les exigences des Russes sur une nouvelle négociation, qui ne sera pas celle qui pourrait déboucher en ce moment, seront bien sûr très importantes, plus importantes. D'autant plus que psychologiquement, Poutine a été assez malin, comme tu l'as dit, pour donner l'impression de vouloir accepter la proposition américaine qui lui a été amenée par Witkoff, d'où le sommet en Courage, et de faire porter le chapeau, psychologiquement, je veux dire, hein, Ouais. pour Trump sur Zelensky et les Européens, et qui s'en lavent les mains et qui disent, bon allez, c'est votre guerre, on vous vend les armes et bonne chance. Mais c'est là où d'ailleurs le général Kempf, lui, estime que les Russes veulent faire semblant de négocier, ce qui est probable, hein, puisque je t'ai expliqué que sur le plan militaire, les choses ne peuvent évaluer que favorablement pour eux. Hein, il ne pourra pas y avoir de retournement de situation. Alors, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne vont pas résister, mais stratégiquement, il ne peut pas y avoir de retournement de situation. C'est là où, comme je l'ai dit, les Européens font le jeu des Russes. Si les Russes font semblant de négocier et visent en fait un échec des négociations, eh bien les Européens font le jeu des Russes. Hein, et c'est tout le paradoxe de cette situation. Ils font le jeu des Russes et également en se mettant en très grande difficulté au plan interne, hein, au plan économique et financier et géopolitique également, vis-à-vis des États-Unis. Eh bien, merci Hervé pour ce tableau d'ensemble de la situation en ce mois d'août. La guerre ne s'est pas du tout arrêtée, elle continue. On a un peu l'impression que notre président à nous, Emmanuel Macron, se réveille d'une léthargie, puisqu'il vient encore de faire un discours en disant que la guerre était à nouveau en Europe. Il a dû rater le passage des guerres de Yougoslavie et du Kosovo. C'est comme ça. En tout cas, merci à toi Hervé, c'était très très instructif, des grandes perspectives à la situation sur le terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes arrivé jusqu'ici, de commenter, ça nous sert pour nos prochaines émissions, bien sûr de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait sur YouTube, sur Telegram, sur TikTok, sur Instagram, puisque plus vous nous accordez d'abonnements sur différents canaux et moins on est dépendant d'un canal. On vous donne rendez-vous à tous très bientôt pour le retour de la matinale et de nos nouvelles émissions, puisqu'on va se développer. Et Hervé, tu seras toujours invité, et on pourrait même faire une émission spéciale. À la guitare. Sérieux. À la guitare, oui, pourquoi pas. Ouais. Avec un jingle spécial que tu nous ferais à la guitare. Oui, parce que Hervé est guitariste aussi, de rock. Je peux vous faire un jingle, ouais, ça c'est possible. Ah, on va faire ça. Bon, merci à tous, excellente journée. Merci Hervé, bonne journée à tous. Au revoir à tous.